Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur à nu. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore une fois d'un sujet très tabou mais tellement nécessaire et j'adore encore une fois briser les tabous. C'est justement une des raisons principales pourquoi j'ai créé ce podcast parce que je sais à quel point ça fait du bien de se reconnaître dans différentes situations. Et aujourd'hui, on parle de dépendance. On parle plus précisément des impacts que peuvent avoir la dépendance, les dépendances sur la sexualité, sur nos relations, comment se reconstruire dans un processus de guérison, de sobriété, par exemple, à la suite de dépendance à différentes substances, que ça soit autant l'alcool que des drogues. Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir Eliane Gagnon, que vous avez peut-être connue comme moi dans son rôle de Kim dans Ramdam. Elle est aussi autrice, actrice, elle a fondé aussi Sober Lab, dont on parle un peu au long de l'épisode. Elle nous parle de son parcours, sa relation avec la dépendance, son parcours de sobriété qui s'en est suivi, sa relation actuelle aujourd'hui. Elle parle un peu aussi de la maternité, comment elle a vécu tout ça. Donc, c'est extrêmement intéressant comme épisode. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. On parle aussi des trucs qui ont fonctionné pour elle, des défis qu'elle a vécu, mais de comment elle les a surmontés aussi. Que vous ayez vécu différents enjeux en lien avec la dépendance, que vous ayez des proches qui les aient vécus, je pense que c'est un épisode qui vaut la peine d'être écouté. N'hésitez pas à le partager à des proches si vous en avez envie. Ça peut aussi permettre d'initier des belles discussions. Avant de poursuivre, je voulais aussi préciser que cet épisode n'est pas une thérapie, ce n'est pas de l'intervention, c'est vraiment une entrevue. On parle de son expérience personnelle qu'elle a vécue, on parle des expériences un peu générales par rapport à nos connaissances, mais ça reste à des fins éducatives uniquement et ça ne remplace pas aucunement un soutien professionnel et ce n'est pas non plus une séance d'intervention ou de thérapie enregistrée. Donc, je tenais seulement à préciser ça. Et je veux aussi annoncer officiellement que au moment où l'épisode va sortir, on va être au début avril, c'est officiellement le premier mois au sein du Erotic Club. Si vous n'avez pas encore entendu parler de mon projet, je vous invite vraiment à aller voir la page officielle avec tous les détails, mais c'est un abonnement mensuel, un espace que j'ai conçu pour stimuler le désir, principalement pour les personnes dans des relations à long terme, parce que vous me l'avez nommé encore cette semaine sur Instagram, c'est difficile de prioriser l'intimité, la sexualité avec le temps dans nos relations à long terme. Donc, j'ai voulu concevoir un espace qui vous donne les outils nécessaires pour stimuler l'imaginaire érotique, stimuler le désir autant par des jeux, des ateliers, du contenu audio, des nouvelles érotiques, tout le contenu rassemblé sur une seule plateforme, en plus d'un accès à une plateforme de chat pour échanger, me poser vos questions, partager. Donc, c'est un super bel espace. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints et je vous invite à le faire si vous voulez rien manquer de ce qui va se passer pour le mois d'avril. Pour débuter le tout, on va parler, entre autres, de comment peuvent se dérouler, en fait, les réels préliminaires dans une relation. Donc, le sexual currency aussi dont on entend parler parfois. Donc, comment maintenir la sexualité dans le quotidien, la sexualité omniprésente pour garder le désir activé au fil du temps, au fil des jours, même après des années de relation. Donc, je vous mets le lien aussi dans la description, puis je vous invite à écouter le reste de l'épisode. Merci, bonne écoute! Bienvenue, Eliane. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur le podcast. Donc, aujourd'hui, on voulait parler, là, pour introduire rapidement, on voulait parler entre autres de dépendance, des impacts que ça peut avoir sur la sexualité, sur nos relations, relations interpersonnelles, relations de couple. Puis, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai vu à tellement d'endroits en ce moment, un peu partout. Tu parles entre autres de ton projet de Sober Lab qu'on pourra parler un petit peu Ouais. aussi. Puis, de l'écriture de tes livres aussi comme autrice, actrice, je sais pas tous les autres termes que tu utilises pour te définir ou comment tu te décrirais. Ben, je me décrirais comme une artiste, ça c'est clair, je suis une artiste. Je suis aussi une entrepreneur sociale parce que Mhm, c'est tout ce qui touche aux enjeux sociaux, tu sais, santé mentale, dépendance, c'est mhm, vraiment mon créneau, même ma mission, là, tu sais, de faire aussi rayonner la culture de la sobriété, rendre ça accessible, cool. mhm. Puis sinon, à part ça, ben, je suis une maman, je suis une fille, je suis une proche aidante aussi. Je m'occupe de ma mère qui a un diagnostic d'Alzheimer depuis 2 ans et demi. Elle habite avec nous. Je suis une conjointe, une amoureuse. Mhm. Je suis plein d'affaires.
j'essaie de mettre de l'équilibre dans ces chapeaux-là. Là. Ouais, à travers tous ces rôles-là. Ouais, il y en a Mm. beaucoup, mais j'y arrive quand même assez bien, honnêtement. Ça n'a pas toujours été le cas. Mhm. Ça n'a pas toujours été le cas. Je te dirais que j'ai eu des gros, gros déséquilibres dans ma vie. Tu sais, avant d'arrêter de consommer, j'étais en déséquilibre constant. Puis après ça, après avoir arrêté de consommer, j'ai vagué avec les déséquilibres aussi quand même parce que je suis tombée dans la dépendance au travail, au projet, Mhm. encore une forme de genre de vouloir être reconnue, tu sais, que je faisais les choses pour dans cette optique-là, puis finalement ça c'est comme j'ai comme réalisé que j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de projets, puis que je vibrais à faire plein de projets, puis que c'était pas je suis plus dans la compulsion en fait. Mhm. Puis ouais, il y a eu des enjeux aussi de dépendance affective si on peut dire dans le sens où quand t'arrêtes de consommer de l'alcool, t'as besoin de trouver une soupape, quelque chose pour te comme. Puis j'ai pensé que la sexualité pouvait être une soupape pour me rendre compte que non, ça, tu peux pogner des bas-fonds dans la sexualité aussi. Mhm. Des bas-fonds émotifs, là, je parle, Ouais. là. Est-ce Ouais. que tu as l'impression que ton processus, ça a commencé plus avec la dépendance à l'alcool? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Ouais, ben 100%, dans le Ouais. sens où moi, j'avais jamais eu de rapport sexuel à jeun Mhm. avant l'âge de 30 ans. Fait que j'étais Ok. toujours en consommation. Euh, j'avais, je veux pas dire du dégoût, mais ouais, d'une certaine manière, ben pas du c'est vraiment rough dit de même là, mais tu sais du dégoût de moi-même. Ouais, tu sais parce que j'étais dans un espace qui était tellement torturé, je m'aimais tellement pas que genre j'avais absolument besoin d'être intoxiquée pour avoir le guts d'avoir des relations sexuelles, c'était ça, tu sais Mhm. j'étais très très triste. Ouais. Puis c'est comme ça que tu as découvert un peu la sexualité dans Absolument. les débuts, comme. Dans tout Ouais. à partir de l'âge Mhm. de 17 ans, mettons premier rapport sexuel 17 ans, jusqu'à 30 ans, j'ai toujours été intoxiquée. Puis pour toi, mettons, ou pour les personnes autour de toi, parce que j'imagine que puis t'en parlais aussi dans d'autres podcasts, c'est souvent dans un contexte de dépendance, les personnes qui vont être autour de nous aussi, tu sais, vont être généralement dans des situations similaires. Mais c'est quoi les impacts que tu voyais, tu sais, que ça soit dans la sexualité, les relations, tu sais, les principaux impacts, mettons, dans le contexte de dépendance que. Euh, on parle d'impact négatif ou j'imagine ou Ben, ça peut être positif aussi. Je ouais, pense que c'est ouais. important d'en parler aussi quand on parle de dépendance. Là, tu sais, on Ah, pourra y revenir, mais il y a beaucoup de fausses croyances aussi. Puis, tu sais, je pense que c'est important justement de se rappeler que ben, la raison pourquoi on est dans un cycle avec la dépendance, puis c'est difficile de s'en sortir, c'est que ça amène un certain positif, tu sais, ben, à complètement, some point, là. Ouais. 100%, il y a des gains sinon Mhm. pas, tu sais. Puis à un moment donné, il y a plus de il y a plus de désavantages que Ouais. d'avantages. C'est là qu'à un moment donné, t'en viens à vouloir te rétablir puis ou à Mhm. devoir te rétablir. Mais dans le fond, les impacts, moi, que j'ai remarqué, mettons, dans cette consommation abusive-là, sexualité un peu, on va dire, pas tout à fait saine, euh, dans le fond, c'est que j'entrais pas vraiment en relation avec les gens. Mhm. Fait que tout était en surface. Tout était très, ouais, en surface. Dans le fond, c'était juste, je voulais pas me montrer sous mon vrai jour. Fait qu'ultimement, j'étais souffrante de pas être capable de rentrer en relation avec un être humain, tu sais. Mhm. J'avais beaucoup de, j'avais beaucoup de partenaires aussi, tu sais. J'étais comme c'était très festif entre guillemets. Beaucoup de partenaires, très peu de conscience de l'impact de mes gestes puis de mes nombreuses relations sur les autres puis sur Mhm. moi, tu sais. Parce que je pense que ça m'a amené à perdre de l'estime personnelle. Mhm. C'est bon. Aussi, la consommation, tu veux dire, qui t'a amené ça aussi, Non. ou le Ben, contraire? les deux. Les Ouais. deux. Tu sais, le mélange des deux, de Mhm. toujours devoir être en consommation pour avoir un rapport sexuel, clairement, t'as pas d'estime, tu sais. Fait que, Mhm. Ouais, c'était aussi un cycle de. un C'est un cycle, peu ça qui amène la consommation aussi, puis exactement, c'est qui. ça. Ouais. C'est comme ça tourne en rond. Mhm. Mais, puis en même temps, il y avait comme une partie de moi, encore là, dans les impacts, c'est que je voulais entrer en relation, je voulais vivre des choses significatives puis avoir des belles relations, mais
ça arrivait pas. Tu sais, ça arrivait pas, tout Mhm. simplement. Fait que je te dirais que de mon côté, c'était plus négatif qu'autre chose. En même temps, si j'avais pas eu la consommation à cette époque-là, je pense que je serais restée vierge toute ma vie, là, probablement, là. Mhm. J'aurais juste comme, pour vrai, j'aurais pas, ce serait juste rien passé, tu sais. Ouais, sans enlever certaines inhibitions. Ouais, C'est ça. Mhm. absolument, tu sais, c'est un classique, je pense, pour les gens de ma génération, peut-être même les plus jeunes ou les plus vieux, tu sais. Tu penses qu'en prenant un verre, ben, tu vas être plus agréable, plus drôle, plus. Mhm. Tu te vois avec un autre filtre, tu sais, mais en réalité, c'est pas tout à fait la réalité, tu sais. Ouais. Ouais, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus une nécessité, puis que ça devienne difficile d'avoir de la sexualité C'est ça. sans substance ou sans, ouais. Mm, Exactement. ouais. Y a-tu un point où tu as réalisé que ça devenait justement que ça avait plus d'impact négatif ou que y a eu un point tournant Euh, là-dedans? je pense que j'ai toujours su que ça avait pas de bon sens, là. Tu sais, je l'ai comme, on dirait qu'il y a une partie de moi qui l'a toujours su, mais je savais pas comment faire autrement. Mhm. Je savais pas c'était quoi la sobriété, je savais pas c'était quoi s'aimer, je savais pas c'était quoi être conscient en accord avec ses valeurs. Je connaissais pas ça. Mhm. J'étais juste comme, je l'ai dit dans un autre podcast, mais j'étais comme un manque d'amour sur deux pattes, là, tu sais, j'étais pas bien, tu sais, fait que pour moi, l'alcool, la conso, le party, ça faisait en sorte que je pouvais comme faire face à la vie puis avancer d'une certaine manière. Mhm. Fait que, y a-tu un moment, je pense que première relation sexuelle pour moi, ben, pas traumatique, là, j'exagère. C'était, c'était pas cool. Puis ça a continué de même, trouver des gars qui étaient pas vraiment intéressés à moi, des gars qui étaient indisponibles, puis que j'essayais de faire en sorte que ces gars-là me voient, mais c'était pas nécessairement des personnes avec qui je pouvais être en relation, puis que je devais être en relation. Mais tu sais, j'avais une tendance envers les bad boys, là, tu sais, genre, Mhm. c'était très quasiment plate comme histoire, là, tu sais, tout le monde peut s'identifier, j'imagine. Le gars pas accessible, c'était vers lui que j'allais, tu sais. Pour Ouais. être bien sûr de pas pour être bien sûr de pas rentrer en relation, finalement, Mhm. au final. C'est Ouais. l'incapacité vraiment de m'ouvrir à quelqu'un, puis Mhm. Un peu pour se protéger qui fait qu'on va vers des personnes qu'on sait, tu sais, inaccessibles pour éviter exactement de se mettre vulnérable, ouais. Mm. ça. Fait que ça a été ça pas mal toute ma vie. Ouais. Puis est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton parcours, tu sais, de sobriété? Je sais que tu en as parlé quand même souvent, là, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'en parler. Tu sais, est-ce qu'il y a eu une situation, un événement qui a été encore une fois, comme un point tournant ou un Ouais, ouais, déclencheur? ben, Ouais. encore une fois, il y a eu beaucoup de points tournants. Mhm. Je me jamais, tu sais, j'étais comme, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais très, je continuais puis je pensais que j'allais être capable de contrôler ma consommation. J'avais beaucoup de déni, mettons, de ma condition. Puis je me rappelle, je disais que j'étais une ivrogne. Pour moi, une ivrogne, c'est comme ça boit, mais comment je dirais bien? Tu sais, une alcoolique, ça sonnait vraiment pas bon dans mes oreilles. Mhm. Je suis une ivrogne, mais tu sais, dans le fond, j'étais une alcoolique périodique qui était capable de pas consommer pendant des périodes de temps. Mhm. Que j'étais capable de pas consommer ces périodes-là. J'avais pas plus de relations saines pendant mon temps d'abstinence, là. Ben, après ça, je recommençais, puis je faisais des blackouts. Puis, fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de consommation abusive puis de blackouts que j'aurais pu arrêter de consommer à 17 ans. Mais Mhm. finalement, j'ai arrêté à 30 ans. Après plusieurs événements, c'était vraiment émotif, là, mon affaire, là. J'étais émotionnellement puis spirituellement, j'étais déconnectée, là. Tu sais, Mhm. j'étais pas là. Puis est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui t'a aidé principalement à travers ce processus-là en termes, y a-t-il des personnes plus clés ou des ressources qui t'ont Ouais, ouais. j'ai commencé un peu de thérapie. Il y avait les CRD, le CRDM, là, le Centre de réadaptation en Mhm. dépendance. J'avais fait ça à l'âge de 25-26 ans. Thérapie externe, compter mes consommations, commencer à faire la réduction des méfaits. Mhm. Ça m'a aidé, tu sais, ça m'a fait faire des prises de conscience. Mais après une dizaine d'années, là, je me suis rendu compte que pour moi, l'abstinence continue, l'abstinence de substance, c'était l'affaire la plus saine pour moi parce que c'était moins fatigant
pour moi de pas consommer du tout que d'essayer de me contrôler, tu sais, finalement. Ouais. Fait que j'ai fait une thérapie à l'âge de 25-26 ans, puis c'est ça, en externe. Puis après ça, j'ai essayé d'arrêter par moi-même beaucoup. Puis oui, il y a eu des gens qui ont croisé ma route, qui m'ont inspirée, entre guillemets, mais c'est vraiment en 2016, tu sais, quand j'ai eu un accident d'auto voyons, aux États-Unis, je me suis ramassée par concours de circonstances chez une femme qui consommait plus depuis 11 ans, puis qui m'a présenté les groupes d'entraide, puis j'ai fait une thérapie fermée à ce moment-là. OK. Puis là, j'avais 30 ans, tu sais, c'était comme, ça passe, ça casse, là. Tu sais, tu continues dans une voie meilleure, un chemin plus lumineux, ou tu restes dans ta destruction, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a été ça, un des éléments, entre autres, vraiment déclencheurs après. Puis, t'avais essayé différentes approches de réduction des méfaits qui avaient moins fonctionné Mm. pour toi aussi versus comme arrêter Exact, complètement. Ouais. 100%, la réduction des méfaits, je crache pas là-dessus, pas pantoute, là. Mhm. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Tu sais, j'ai essayé de réduire les méfaits pendant Mhm. 15 ans jusqu'au moment où tu fais comme, ben, là, l'abstinence. Puis, tu sais, l'abstinence, la sobriété, le cheminement, le rétablissement, pour moi, c'est une forme de réduction des méfaits parce que quelqu'un qui serait abstinent pendant 3 mois, 4 mois, ben, il a réduit les méfaits pendant ce temps-là. Ouais. Mhm. Là, après ça, c'est d'être sobre et heureux. Ben, être, on va dire, heureux à jeun. Il est là le défi parce que n'importe qui peut arrêter de consommer, tu sais. Je suis la Mhm. preuve, là, j'ai arrêté de consommer des milliers de fois en 15 ans, mais Ouais. après ça, rester dans le rétablissement, rester épanoui à jeun, trouver un sens à la vie après ça, tu sais, Mhm. c'est tout Ouais. ça là, qui fait en sorte que tu as envie de continuer sur ce chemin-là au lieu d'y retourner, tu sais. Mhm. Parce que aussi, souvent, c'est facile de transposer une dépendance par une autre dépendance. Mais oui, T'as-tu je l'ai l'impression que c'était quelque chose ouais, que t'as observé ben, que j'ai fait. des fois? Ouais. Tu sais, j'ai transféré justement dans le côté affectif. Je me disais, ah, tu sais, mettons que j'avais une émotion que je voulais pas vivre pour une raison X, je pensais que d'avoir de la sexualité, ça allait apaiser ça. Peut-être ça va l'apaiser pendant 2 minutes, mais après ça, Mhm. si tu traverses pas l'émotion puis que tu le gères pas, peu importe la quantité de relations sexuelles ou de porn, j'allais dire. Moi, je suis pas très porn dans la vie, mais il y a du monde qui vont se garrocher là-dedans. Puis Mhm. c'est comme après, tu te sens pas mieux, tu sais. C'est le travail est vraiment intérieur. Il y a aucun être humain qui est là qui peut tu sais, assouvir tous tes besoins, là. Mhm. Je m'en suis bien Ouais. rendu compte, là, avec les années. Ouais. Parce que c'est ça, c'est facile d'aller essayer de combler un certain manque, en fait, par la sexualité, la pornographie, là, comme tu l'as dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi, tu sais, qui peut facilement être une forme de dépendance aussi, puis qui est difficile 100%. de sortir tout autant, Ouais, ouais. ouais, puis il y a des gens qui en souffrent beaucoup, Mhm. mais tu sais pas que t'en souffres jusqu'à temps que tu te rends compte que t'en souffres, mais tu sais, je je trouve que, mettons, dans le cheminement de rétablissement de dépendance, tout cet aspect-là affectif, sexuel, c'est à regarder de près. Dans le sens Mhm. où pour moi, ça a fait partie de mon rétablissement. La première année de sobriété, de rétablissement, j'ai eu aucune relation. Aucune. Mhm. Juste la Volontairement? Ouais, ouais, OK. parce que volontairement, parce que j'étais complètement, Mhm. je savais que je pouvais aller, me plugger sur un autre être humain, essayer Ouais. de remplir ce vide-là avec une autre personne, puis c'est 11 mois, j'ai eu un chum, mettons, après 11 mois, puis c'est ça, commencer à avoir des relations Mhm. à jeun, là, ça a été tout qu'un défi, là, tu sais. Ouais. Ouais, comment t'as vécu ça, justement, de essayer de retrouver des relations saines, tu sais, après avoir vécu pendant autant de temps des relations dans un contexte Je sais même pas comment difficile? ça s'est passé, pour être honnête. C'est comme si t'as pas le choix d'y faire face. Tu sais, c'est comme t'arrives à un point pis t'es comme, OK, ben, soit que j'ai peur toute ma vie puis que je me montre pas vulnérable toute ma vie puis j'ai une vie misérable, ou j'essaye de m'ouvrir à l'autre, à Mhm. faire confiance que, tu sais, je veux dire, c'est quoi qui peut arriver de si dramatique que ça, là? C'est Ouais. pas grand-chose, mais tu sais, c'est tout de reframer un peu tes pensées puis comment tu te perçois, tu sais, parce que je Mhm. pense que toutes les personnes qui traversent un chemin de rétablissement ont des enjeux d'estime personnelle et de manque d'amour. Fait que
c'est tout ça qu'il faut apprendre d'abord et avant tout, avant de commencer à vouloir être en relation, je pense. J'ai pas la science infuse, mais même moi, je l'ai fait, j'ai essayé de me rétablir moi toute seule, puis j'ai quand même tombé dans le panneau de penser qu'une relation ou un gars pourrait me sauver, genre, l'espèce de conception du conte de fées, là, ish, là, tu sais. Ouais. Ouais, en plus, tu sais, en plus de comme toutes les difficultés qu'on peut vivre qui nous amènent à se retrouver dans des relations comme ça, je pense que c'est tellement romantisé, tu sais, le sauveur, puis le... Le prince ça, charmant. ouais. Moi, j'ai cru à ça, puis je me suis bien rendu compte assez vite que ça existe pas. Mhm. Il y a pas un chat qui va pouvoir il y a pas un chat qui va pouvoir comme répondre justement à tous mes besoins, toutes mes envies, tout qui soit comme exactement parfait au moment où tu as besoin. Mhm. C'est comme ça existe pas là, les êtres humains sont faillibles, tu sais, on est Ouais. faillibles, on peut pas faut être capable de faut je pour moi là, faut que je sois capable de me sécuriser moi-même, tu sais. Mhm. Ouais. Puis en effet, tu sais, je pense aussi qu'il y a une bonne partie qui part de soi. Après, il y a tellement de choses où on peut guérir une partie par soi-même, puis après, on n'est pas exposé à ça tant qu'on n'est pas vraiment dans une relation Oui, qui nous reflète, là, qui nous fait le miroir d'un peu tout ce qui nous reste à à travailler. guérir, ouais. En fait, c'est Mhm. sûr qu'on guérit en relation. Ça, moi, j'ai guéri Mhm. là, dans la relation avec le père de mes enfants. Là, j'ai guéri tellement Mhm. de parties de moi qui souffraient. Tu sais, c'est fou, mais j'ai pas abandonné. Souvent, on a voulu abandonner, là, comme n'importe quel être humain. C'est comme, ah, Mhm. c'est difficile. Fuck Ouais. off. Tu Surtout sais, à travers la parentalité aussi, là, t'en parles un peu, ben, mais... ouais, oui, vraiment, tu sais, puis tu sais, tous les enjeux de santé mentale, moi, de mon côté, je me suis rétablie de la dépendance, mais il y avait comme plein d'autres affaires qui ont émergé comme un TDAH que j'ai découvert à 35 ans, je pense, 36 ans. Le TDAH, des traits de personnalité quand même limite par bout, là, ça va, je me rétablis de ça aussi, puis je suis beaucoup moins limite que j'étais. L'alcoolisme, tu sais, c'est des conditions de santé mentale qui sont difficiles à gérer par bout, tu sais, à frette, là. Ouais. Fait que, c'est quoi, tu m'avais-tu posé une question, tu m'as dit, le père de mes enfants. Ouais, ben je dis qu'à travers la parentalité, c'est Oui, encore plus des défis supplémentaires, mais vraiment. oui, tu parlais de vivre tout ça à froid, tu sais, je pense que c'est une difficulté que plusieurs personnes vivent aussi dans le contexte, tu sais, de se prêter ou de se rétablir d'une dépendance, tu sais, de juste vivre ses émotions que tu as nommées quelques fois, tu sais, apprendre à les vivre Pas à les jeun, comme. Ouais. Euh, puis de ce que j'entendais, il y a comme une certaine période où quand je veux pas massacrer le concept, là, mais dans un contexte de consommation, c'est comme s'il y avait un arrêt un peu de développer notre capacité à gérer nos émotions. C'est comme si on mettait ça sur pause pendant quelques années. Donc là, quand on arrête de consommer, ben on revient au stade de comme au début pratiquement de notre consommation, là, comme si c'était à Absolument. l'adolescence, peu importe. Fait qu'il y a un grand chemin à faire pour réapprendre à vivre, à accepter, à reconnaître ses émotions dans le contexte. 100%, Ouais. c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé à consommer à 11 ans, tu sais, fait que Mhm. j'avais la maturité émotionnelle d'une petite fille de 11 ans. Mhm. Je peux te dire que quand tu rentres en relation pour la première fois avec quelqu'un avec qui tu fais des enfants, Mhm. ben, il y a des frictions, tu sais, c'est pas évident, puis tout ça a un impact sur la relation, sur plein d'aspects, là, tu sais, puis ben tu grandis là-dedans. En tout cas, moi j'ai beaucoup grandi, puis je me suis beaucoup guérie. C'est comme je disais tantôt, j'ai guéri beaucoup de parties de moi de la petite fille qui avait peur de l'abandon puis tout, puis tu sais, je suis plus là, Mhm. plus peur de ça autant même même je dirais que c'est guéri cette partie-là de petite fille abandonnée là. Je suis vraiment dans sécure, tu sais, de plus en plus Mhm. sécure dans qui je suis, dans mes idées, ouais, dans ma personne, en fait, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment plus intéressant quand tu es en relation avec quelqu'un qui est confiant, qui se fait confiance, qui est secure, qui est le cas de mon Mhm. amoureux. Lui, il a pas de l'enjeu de dépendance, puis il était plus stable, on va dire. Ouais. On a tous nos enjeux, tu sais, je dis pas que tout est parfait, que d'une part et d'autre, mais les enjeux santé mentale, dépendance, ça reste qu'on est comme des petites feuilles au vent, là, puis
on est plus facilement déracinable, genre. Mhm. Puis là, ben aujourd'hui, je me sens moins déracinable. Je suis comme plus ancrée. Puis, mais je pense que c'est la relation avec mon chum qui a fait en sorte que, ben, le fait de pas partir, tu sais, plein de fois, Ouais. c'est arrivé qu'on était comme, on était plus capable. Mais tu fais comme, hey, c'est quoi qui est le plus important aujourd'hui? Ben, c'est mon engagement envers ma famille, envers mon couple, envers la vie que je veux avoir aussi, tu sais, parce que c'est facile de faire, c'est facile c'est facile de s'en aller comme c'est difficile de rester Mhm. vers ça, tu sais, pour certaines Ouais. personnes. Moi, mes patterns, c'était toujours de m'en aller, tu sais, fait que c'est sûr et certain qu'il fallait que je travaille autre chose, là. Mhm. Ouais. Puis c'est un énorme processus à travailler, cette sécurité-là, tu sais, autant la retrouver avec, se la donner à soi-même, puis à se retrouver dans un contexte où on s'en sert dans une relation Mais comme hein, ça aussi. Ouais. c'est extrêmement, c'est un travail d'une vie, en fait, puis tu sais, j'ai quelqu'un qui me disait, est-ce que tu travailleras pas dans cette relation-là, ça va te rattraper dans une autre, tu sais. Mhm. Puis c'est tout le temps ça, parce que, ultimement, quand, moi, en tout cas, mes patterns, quand je veux m'en aller, ce qui est plus le cas, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose que je veux pas voir à l'intérieur de moi. Mhm. Il y a juste moi qui peut, comme, guérir ce qu'il y a à guérir. L'autre, souvent, c'est un déclencheur, là, tu sais. Ouais. On entend souvent que l'autre, c'est comme un miroir un peu de... Ouais, des affaires que Ouais. tu peux pas voir. Mhm. En ayant des enfants, tu sais, c'est sûr que c'est challengeant pour le couple aussi, c'est facile de s'oublier, c'est facile vraiment, c'est vraiment très facile de s'oublier, là, je te le confirme. Mhm. Mais faut faire des choses, je pense, excuse, pour entretenir le couple, la flamme d'une certaine manière, parce que sinon, Ouais. Ouais, c'est facile de se perdre dans les rôles juste de parents puis oublier comme le rôle de tes partenaires de vie, chum blonde. Ouais. ouais, Ouais. puis tu sais, au départ, c'est parce que t'étais chum blonde que t'as fait des enfants. Fait que tu sais, c'est Mhm. sûr qu'il faut quand même le prioriser d'une certaine manière. Puis, ben, tu sais, puis il y a tous les enjeux de la vie, le stress, l'anxiété, le ci, le ça qui nous happe. Puis là, ben, il faut que tu réussisses à être encore là, sécure avec toi-même, trouver des outils pour Mhm. coper avec la vie, puis pas garrocher ça sur ton partenaire. Puis, tu sais, il y a plein d'éléments, là. Fait que ça demande beaucoup de conscience de soi, genre. Ouais. Y a-tu des grosses différences principales que tu vois entre... Ben, je sais pas si t'as eu des relations quand même significatives dans le contexte où vous étiez deux personnes comme dans la conso de dépendance ou... yes. Ok. Une seule. Est-ce Ouais. qu'il y a des différences que tu vois principalement dans les relations Ah, ben, dans la maintenant? relation avec la Probablement. consommation, c'était juste comme il y avait jamais de problème, là. C'était comme tout Mm. était comme c'était le party, on faisait la fiesta, puis ils ont on n'était pas dans comment dire? On n'était pas dans je sais pas comment dire. Construire sur des valeurs Mhm. d'engagement à long terme, même si, mettons, la personne avec qui j'étais pendant que j'étais dans l'actif de consommation, je l'aimais vraiment beaucoup, 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 puis je pensais que c'est quelqu'un que j'aurais pu faire ma vie avec, mais on dirait qu'on était juste un peu plus engourdis, puis plus dans le party. C'était le fun, il n'y avait pas de conversation difficile, il n'y avait pas d'affaires... c'était différent, tu sais. Mhm. Puis une relation avec, mettons, le père de mes enfants, ben, c'est plus confrontant parce que c'est vulnérabilité à, tu sais, c'est vraiment de te montrer tel que t'es, d'autant plus sans consommation. Un partenaire, j'ai vu ça l'autre fois, les partners, tu sais, qui restent ensemble, ils voient, tu sais, il y a des passes où tu vois vraiment le lait de la personne, là, tu sais, il y a des... Mhm. Moi, mon chum, il a vu des affaires vraiment laides de moi. Il est quand même resté, tu sais. Ouais. Puis Mm. faut que tu passes ce bout-là, de voir cette laideur-là, pour après ça apprécier, faire comme ah, si on a traversé tout ça, là. Mhm. Oui, c'est pas facile, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. J'avais vraiment trouvé ça beau, cette image-là de comme des fois, il y en a des crises dans les couples, là, puis là, ben après ça, c'est comme la crise est passée, puis évidemment, si t'as des crises aux 2 jours, puis que t'es tout le temps en crise, c'est un peu Ouais. pas super Mhm. agréable, Ouais. Mais mais toutes les couples vont traverser des ben, périodes écoute, plus difficiles qui oui. vont leur permettre, là, tu sais, justement, c'est ça qui nous permet après de se retrouver, de passer par-dessus, puis
Ouais, de se trouver des trucs pour, là, tu sais, renforcer la relation à travers tout ça, dans le fond. exactement, puis continuer, en fait, de s'aimer malgré la laideur ou les émotions dégueulasses que tu as Mhm. vécues devant l'autre ou des affaires qui ont pu être dites ou peu importe, tu sais, c'est sûr que on n'en parle pas beaucoup, tu sais, on voit beaucoup des relations que tout a l'air beau, puis, Mhm. tu sais, sur les réseaux sociaux aussi, puis c'est bien correct, mais tu sais, la réalité, c'est que tout le monde a leurs difficultés, tu sais, tout le monde a je pense pas qu'il y ait de couple parfait, tu sais, puis si c'est Mhm. parfait pour quelqu'un, ben tant mieux, esprit, tu sais. Si tu perçois ton couple comme étant parfait, puis wow, puis il y a jamais d'enjeu, je suis tellement contente pour toi, mais moi, c'est pas ma réalité, là. Ouais. Non, puis dès qu'on veut être dans une relation où justement on veut s'engager puis on arrive à se montrer vulnérable avec l'autre personne puis se construire quelque chose, je pense pas mal aussi que c'est inévitable de passer à travers ces différentes phases-là où Ouais, justement on voit la personne dans tous ses côtés, là, tu sais, pas juste le beau côté de début de relation où on ose peut-être moins, tu sais, mettre nos limites, nommer nos besoins, se ouais, montrer exact. vulnérable, puis on reste un petit peu plus en surface à montrer notre bon côté, là, versus après des années, des enfants, des toutes sortes Des de défis, on a crises, comme des tempêtes, des mhm, des ci, des ça, tu sais, c'est ça, la vie reste la vie, puis je pense que la force d'un partnership, c'est vraiment mais je pense que c'est d'être engagé, là. Tu sais, moi, avant, j'étais pas engagée. J'étais dans la relation avec mon chum, avec le père de mes enfants, mais j'étais toujours prête à sacrer mon camp. mhm. C'était Ouais, comme, ça fait peur l'engagement quand même, pas ben, tout à fait ça, ouais, mais ouais, puis c'est vraiment, c'est des blessures comme profondes. mhm, Genre, quand t'as le filtre de l'abandonner, là, quand tu passes ta vie avec ce filtre-là, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. Ça demande un travail là, tu sais, constant de remise en question de tes pensées, puis mhm, ça peut être lourd, là. Ça peut être, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ah, fuck it, tu sais. Mais non, tu sais, parce que si tu persistes, à t'observer puis à voir les schémas que tu as, tu sais, mhm. mettons dans mon cas, les schémas que moi j'avais, ben ça s'adoucit, puis là, tu te rends compte que, ah, mais crime, ma perception de ça, elle a changé. Ah, puis là, tu vois l'évolution, puis c'est merveilleux, tu sais, c'est Mhm. extraordinaire. Mhm. Y a-tu des trucs principalement qui t'ont aidé, tu sais, à déconstruire un petit peu ces croyances-là ou tu parlais, tu sais, d'auto-sabotage un peu, Ouais. à comme défaire les patterns? Ben, la psychothérapie, là, moi, je Mhm, suis sûre que, ben, ça, la spiritualité, dans le fond, de m'abandonner à quelque chose de plus grand que moi, d'arrêter de mhm, contrôler tout, 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 tout le temps. Puis moi, que mes idées sont bien bonnes, mes idées sont vraiment souvent pas si bonnes que ça. Tu sais, genre, mes scénarios que je me fais, là. Fait que, tu sais, d'être capable de rire un peu de moi, ça, j'ai mis beaucoup d'humour, là, dans ma vie. Je suis comme, eh boy, je pensais vraiment de même. OK. Puis j'ai fait de la psychothérapie, ben, cognitive comportementale, là, vraiment, là, tu sais, de confronter mes pensées, de voir comment ça se fait que je me sens de même. Exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Encore en lien avec l'abandon, mettons que le comportement de mon chum, il me dit non pour quelque chose. mhm. Puis là, ben, ma pensée, c'est, il m'aime pas. Ouais. Il est en train de me rejeter. Il s'en calisse de moi. Là, excuse-moi, c'est Mhm, un peu vulgaire, mais il est pas là. Il m'aide pas. Il m'aidera jamais. Fait que là, mettons, mhm, je pense ça. Mais la réalité, c'est que mon chum, il m'a dit non parce qu'il est pas disponible ou parce qu'il y a pas l'espace mental ou peu importe, whatever. mhm. Il m'a pas rejeté, il m'a dit non. Ouais. Nous, on le traduit à partir de, Ouais, justement, tu sais, nos blessures ou qu'est-ce qu'on a vécu, exact. nos expériences. C'est comme la personne dit quelque chose, on entend. On Puis entend c'est, genre, ouais. ouais, mais ça, C'est tellement souvent ça dans le contexte de la sexualité. Tu sais, tu donnes cet exemple-là, puis moi, ça me fait penser à quelque chose que j'entends souvent des couples quand quelqu'un va dire qu'ils ont pas envie, mettons, de sexualité, puis que c'est souvent associé à l'amour, justement, puis le rejet qui est vécu comme, tu me dis que t'as pas envie, ben moi, j'associe ça, ah, ok, tu me désires plus, tu m'aimes plus, puis tu vas t'en aller. je suis déjà allée dans ce schème de pensée-là, puis je te dis pas que je suis complètement guérie de ça. Euh, Parce que dans ma tête de fille avant, c'était sexualité égale amour. Mhm, Mais c'est pas ça la vérité. De l'amour, ça peut être de la tendresse, ça peut être d'écouter un film collé. L'intimité, c'est tellement de choses, tu sais. Un pillow talk, tu sais, de parler sur l'oreiller puis se raconter sa mhm, journée. Tu sais, moi, ça me nourrit tellement, là. Le matin, nous, c'était notre jasette du matin, là. On se jase pendant comme, j'essaie, quand je réussis à me lever tôt, mhm, on jase 20-25 minutes avant qu'il parte, puis on se parle de notre journée, de qu'est-ce qu'on a à faire de la veille, peu importe, là, tu sais, juste comme connecter. Puis ça, moi, ça me nourrit plus que de la sexualité. mhm.
Puis c'est un changement pour moi parce qu'avant, je pensais vraiment que sexualité Ouais, égalait amour, égalait connexion. Pas ça, pas mhm, ouais. De trouver d'autres façons, c'est ça, de nourrir cette connexion-là, la complicité, ce besoin de proximité-là dans le Ouais, puis quotidien. Ouais. des petits gestes, des petits cadeaux, des Mhm, petites attentions que ça aussi, des fois, j'oublie parce que je suis très dans ma tête. J'ai souvent beaucoup d'affaires dans la tête. Fait que là, j'oublie de faire ces petites affaires-là. Puis mettons que mon chum fait quelque chose de gentil pour moi. Maintenant, j'apprends, excuse-moi, j'arrête pas j'ai des reflux de mon café. Euh, j'apprends à voir son langage à lui. Tu sais, lui, c'est justement de rendre des services. Plus les mhm, gars, c'est beaucoup ça, là, tu sais, c'est des acts of service, petits cadeaux, etc. Puis pour lui, c'est sa manière de me montrer son amour, tu sais, il m'aide pour plein d'affaires, puis mais avant, je le voyais pas parce que moi, je comprenais pas l'amour de cette manière-là. mhm. Fait que, Ouais, c'est dur d'apprendre à naviguer entre essayer aussi de donner à l'autre personne la façon dont elle aime recevoir, mais comprendre que justement l'autre il y a personne, d'autres certaines moyens. choses qu'elle fait, c'est peut-être pas nos langages à nous, mais c'est aussi valide, puis c'est aussi une façon de démontrer son engagement et tout. Exactement. Fait que Ouais. ça, c'est un, tu sais, pour moi, là, le mot, c'est vraiment engagement, puis je suis pas à l'abri de tomber dans mes patterns, de mes pensées. Je suis pas à l'abri, mais maintenant, j'ai plus d'outils pour justement les voir, les observer, faire comme, non, ça me tente pas d'aller là, puis ça me Mhm, tente pas de penser ça, puis surtout, ça me fait vraiment pas de bien de penser comme ça, puis c'est même pas la vérité, tu sais. mhm. Ouais, tu soulignes quelque chose de tellement important, je pense, de faire attention aux pensées on peut pas nécessairement contrôler toutes les pensées qui nous viennent, tu sais, dans la journée, mais on peut contrôler comment qu'on va les nourrir puis comment qu'on va les renforcer, tu sais. Fait que de se poser la Ouais, question, est-ce que cette pensée-là me fait du bien, tu sais, est-ce que ça vaut la peine que je continue de la nourrir comme en ruminant pendant genre. exact. Puis c'est un gros travail, là, c'est pas si simple, mais Non, c'est pas si simple, ouais. c'est quand même plus simple qu'on pense. Mhm. Dès qu'on commence à réaliser, justement, comme tu Ouais. disais, quand t'as commencé à remarquer ces pensées-là, qu'est-ce que t'entendais quand l'autre personne disait. Ouais, puis je Quand... voyais les conflits aussi, c'est comme, Mhm. je voyais des clashs de perception, puis je me suis ouverte à la perception de l'autre. M- Maintenant, quand j'ai une perception que je sens qui est peut-être un peu erronée, j'en parle avec quelqu'un aussi, tu sais, je suis comme, Mhm. hey, c'est-tu moi ou, tu sais, fait que j'ai quelqu'un de confiance avec qui je peux parler. La psychothérapie, j'en fais un peu moins dernièrement, mais, tu sais, de valider, puis je trouve que souvent, on va aller valider avec une personne qu'on sait qui va dire comme nous, tu sais. Mhm. Fait que ça c'est une affaire que j'ai aussi essayer de moins faire, c'est de valider avec des personnes qui vont pouvoir justement te challenger, faire comme, OK, mais lui, sa perception, t'as-tu pensé à comment lui a pu Ouais. voir les choses? Puis, Mhm. c'est tout Ouais, ça, pas nécessairement notre meilleure amie qu'on sait qu'elle, tu sais, que ça va être de notre ça. bord, puis Elle va ouais. prendre ton bord, puis elle va sûrement dire, oh, il est vraiment con, Ouais. puis comme ça. Moi, j'ai pas Mm. besoin de ça. Ouais. C'est pas ça Mm. que je veux. Je veux pas. Des fois, j'aime ça me sentir soutenue, faire comme Chris, j'aimerais ça qu'elle me dise que j'ai raison. Mais souvent, je réussis à me ramener dans l'amour, finalement. Mhm. Ouais. Puis même Toujours. en validant avec l'autre personne aussi, tu sais, souvent c'est plus dur quand on est dans le moment avec les émotions et tout, mais aussi juste valider, tu sais, est-ce que, Oui, comme moi, j'ai compris que c'était ça que tu voulais dire, est-ce que c'est vraiment ça que... ça, il faut que je travaille encore. Mhm. Poser Mais la au moins d'avoir une personne neutre avec qui aussi ouais. valider, c'est sûr que ça Mais aide, poser mais... la question, hey, tu m'as dit ça, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Puis Mhm. ça, quand les fois que je l'ai faite, ça m'a tellement soulagée parce que la personne a dit non, c'était pas ça que je voulais Mhm. dire ça. Oh, tu sais, fait que Ouais. c'est tout ça, mais c'est un méchant terrain de jeu. C'est le fun. Moi, j'aime apprendre à me connaître dans ça, dans la relation, dans la parentalité aussi, parce que, tu sais, Mhm. pas, nos enfants nous trigger aussi de plein de manières. Mais, Ouais, eux aussi sont des petits miroirs. ouais, vraiment. Ma Mhm. fille en particulier. Mon fils, bizarrement, il ressemble beaucoup à son père, là, très calme, très, mais ma fille, je pense que ça va être un peu plus challengeant, mais tu sais, c'est bien correct aussi, là. C'est pas, il y a aucun enfant qui est pareil, puis faut Mhm. embrasser ces différences-là, puis je pense, là. Pas Ouais. faux, mais je veux embrasser ces Mhm. différences. Ouais. Puis comment j'ai envie qu'on parle un petit peu justement de Sober puis de l'écriture à travers tout ça. Tu sais, comment ça t'a accompagné dans tout ton processus? Wow. Écoute, l'écriture, pour moi, c'est vraiment thérapeutique, là.
j'ai comme besoin d'écrire pour guérir, puis j'espère que les mots que je mets sur papier, ça aide des gens Mhm. à se comprendre, parce que, tu sais, j'ai beaucoup ces thématiques-là d'amour-propre, santé mentale, rétablissement en relation, machin, puis fait, fait que je veux continuer d'écrire. En fait, c'est vraiment ça que j'aimerais ça faire, on va dire, à temps plein. Là. Si je pouvais, j'écrirais comme à tous les jours, c'est juste ça que je ferais. Créer du contenu aussi, puis tout. Mais, puis Sober Lab, mais c'est sûr que ça me demande du temps, puis ça fait 2 ans et demi qu'on a l'auberge à Sainte-Adèle. On a un lieu pour le maintien, la découverte et le maintien de la sobriété. Euh, Est-ce que c'est comme une thérapie ou non, c'est plus un... OK, comme... après, OK. Fait que c'est en 2 jours ou c'est quand même un hébergement? un hébergement. OK. C'est de l'hébergement bienveillant, ouais. OK. Si on appelle ça comme ça. C'est rare quand même, comme... il me semble que j'ai pas vu ça souvent. Non, ça Ouais. existe vraiment, en fait. Ouais. C'est un modèle c'est le concept de Sober Lab, là, tu sais, puis on a une programmation ludique, entre guillemets, là, tu sais, open mic, les lundis, on a un cœur de Sober Lab, c'est un groupe de discussion sur la sobriété, sur différents thèmes avec des conférenciers inspirants. Ça, c'est le lundi à 19h30 en virtuel. Puis le mardi, à l'auberge à Sainte-Adèle, à la station, où il y a une réunion de fraternité anonyme mardi soir en présentiel. OK. Puis c'est ça, les open mic. On veut avoir une plus grosse programmation, mais on est en train de le bâtir, si je peux dire. Fait que c'est pas mal ça. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris du jus. Ça a Ouais, été c'est un gros projet. Ouais, ça a été très challengeant au niveau, justement, du couple. Mais on a réussi à manager ça, puis à sortir de cette espèce de comment dire, ça fait 2 ans et demi. C'est clair que quand tu pars un projet de même, là, c'est tout ton temps, ton énergie, ta tête, tout est dédié à ça, tu sais. Puis la personne avec qui tu partages ta vie, peut-être qu'elle peut se sentir un peu délaissée, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis finalement, les choses se sont placées, ça roule bien à l'auberge avec un employé qui est là-bas. Puis moi, ben, je peux me concentrer plus sur mes trucs artistiques. Ceci étant dit, je fais quand même du développement d'affaires. On a une fondation, fait de la philanthropie, de la philanthropie, il y a beaucoup de choses, mais ça me nourrit, tu sais, c'est pas... Puis c'est plus de la même manière où dans un rush. Je suis plus dans un rush de rien. Comme ça existe, puis je priorise ma famille, en fait. Ouais. Puis c'est de trouver l'harmonie à travers tout ça aussi qui doit Ouais. être pas évident. Là. T'as quand même l'air de l'avoir trouvé, ou en tout cas que ça soit en processus à travers les différents rôles, mais c'est toujours... Ouais. Bien ouais. plus qu'avant, on se serait parlé plus de 2 ans et demi, c'était le chaos, puis c'était l'anxiété à plein d'égards, mais le temps passe, on grandit, on évolue, on apprend aussi, tu sais. Puis je suis pas la même personne que v'là 2 ans et demi quand j'ai parti la station Sober Lab à Sainte-Adèle. Puis je suis pas la même personne que quand j'ai parti Sober Lab v'là 8 ans, tu sais. Il y a tellement eu d'eau qui a coulé sous les ponts. Puis en devenant maman aussi, on dirait que on remet les priorités à la bonne place, je peux dire. Hein. Ouais. Ouais, ça permet de redéfinir où tu veux mettre l'énergie, puis à quel point à travers nos valeurs puis nos priorités. Ouais. Exactement. Puis avant, j'étais comme all over the place. On dirait que je voulais être partout, puis j'étais nulle part à la fois. Là, je suis comme, bon, mais je fais une affaire à la fois. J'ai quelques projets sur la table qui peuvent être en même temps, mais je le fais dans ma capacité. Puis, tu sais, des fois, je le vois que les gens sont comme, ah, n'en fais donc bien, mais je suis pas brûlée parce que ça me nourrit. Ouais. Je suis pas... Avant, j'étais brûlée parce que je le faisais comme une poule pas de tête, tu sais. Fait que c'est de choisir où Ouais. tu mets ton énergie, dans le fond, de ce que je comprends, dans les choses, justement, qui te nourrissent plutôt que c'est ça. dans ce qui nous gruge. C'est ça. Ouais. Trouver une balance dans l'hygiène de vie, là, tu sais, moi, c'est sûr que avant, je priorisais pas mon sommeil, là, je le priorise un peu plus. J'essaie de trouver qu'est-ce qui me fait vraiment du bien pour pouvoir avancer d'une façon saine, puis être une bonne version de moi-même aussi pour les autres, tu sais, surtout les gens qui sont proches. Je suis crissement pas parfaite, là, tu sais, je veux dire, il y a bien des fois que j'ai des mauvaises journées, puis comme n'importe qui, mais
au moins, j'essaie de m'en rendre compte, de faire comme, OK, ouais, ça, peut-être que je pourrais l'évacuer, je sais pas moi, en allant prendre une marche, en l'écrivant sur un bout de papier. Je trouve des solutions, des stratégies pour pas garrocher ça sur le monde, tu sais. Ouais. Mm. Ouais, puis c'est ça qui est pas toujours évident avec la gestion émotionnelle et tout, Ouais, mais de se ouais, trouver des ouais. trucs, ouais. Mm. Fait que Puis est-ce que, ben, merci tellement encore, je pense que ça peut conclure un peu, mais est-ce qu'il y a une chose avec laquelle tu aimerais terminer, que ça soit comme en lien avec ce qu'on a abordé, la dépendance ou autre, ou tes projets, tu sais, de... Ben, c'est sûr que j'invite les gens à se joindre à la communauté SoberLab. Définitivement, c'est un espace safe pour être soi-même, tu sais, Mhm. sans masque. On peut juste être nous-mêmes, peu importe le comportement, la dépendance, peu importe, tu te sens seul, tu as envie d'avoir un sentiment d'appartenance avec des gens qui cheminent puis qui sont dans le chemin justement de la bienveillance, ben c'est une place pour n'importe qui. Puis on a de l'hébergement, comme je disais. Fait puis le 30 mars, je lance un e-book pour explorer et maintenir la sobriété dans le fond. Fait un e-book gratuit, ben il va être gratuit pendant un mois, là. Les gens ils ont juste OK. à s'inscrire à l'infolette, puis je leur envoie le 30 mars le fameux e-book pour entamer ou continuer un cheminement vers la sobriété, mais heureuse. OK. Pas... Ben, je pourrais mettre le lien Ouais, ouais, dans la description, là. Le podcast va sortir début avril, là, la ah, semaine génial. prochaine. Fait Excellent. que ça va être dans le temps. Puis quand tu dis rejoindre la communauté, c'est en participant comme aux événements puis Ouais. aux différentes Au choses. cœur de SoberLab. Comme je disais, on a une auberge à Sainte-Adèle, Mhm. on a des activités en ligne. Fait que tout ça, c'est accessible, c'est gratuit ou contribution volontaire. Puis, puis c'est ça. Puis on est quand même assez actifs sur les réseaux sociaux. Mhm. Il y a un podcast aussi qui s'appelle Puis après, un Oui, podcast. j'ai vu, ouais. Ça Ouais. fait pas super longtemps que vous l'avez lancé, je Non, pense, ouais. ça fait ben un an, dans le fond un an, mais là la OK. forme elle va changer, je vais le faire, je vais poursuivre toute seule dans le fond pour l'instant. J'ai fait 2 saisons avec mon co-animateur Alex, OK. puis là ben je poursuis ma route toute seule. OK. Ben, c'est tellement intéressant. On va aller voir ça. Mais ouais, Puis, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'est un sujet dont on parle tellement passé. Puis, il y a encore beaucoup de, tu sais, de mythes, de fausses croyances. C'est tabou, là, la dépendance, là, tu sais. absolument, ben Entre oui, autres, quand on parle des impacts sur la sexualité et autres, là, on parle de comme deux tabous. ouais, 100%. Encore plus, là. Puis, ça fait tellement du bien à beaucoup de personnes de se reconnaître, je pense, dans des Ouais, histoires comme ça, là. 100%, ben oui, puis bravo pour ce que tu fais, puis de pouvoir offrir voyons, des plateformes comme ça pour parler de ça, c'est super pour Mhm. vrai. C'est surtout dans un début de cheminement de sobriété, c'est comme tu dis, c'est intimidant en fait de comme commencer à arrêter de consommer puis là savoir que tu vas avoir des relations avec des gens. En tout cas, ça Mhm. peut être vraiment stressant, tu sais, fait que d'entendre des histoires comme ça peut être le fun, tu sais. Ouais, de savoir qu'il existe des ressources aussi, comme justement, tu sais, des professionnels, puis SoberLab, puis plein d'autres endroits Ouais, où on peut être avec des gens qui ont vécu des situations similaires puis le vivre, là. Mm. absolument. Il y a Cathy Ducharme, je sais pas si elle fait aussi du contenu sur la codépendance. Elle est OK. thérapeute en dépendance, mais multidépendance. Fait que, tu sais, Mhm. c'est une femme que j'aime beaucoup, puis qu'elle fait plein de contenu gratuit là, pour comme apprendre à justement gérer ça, là, des relations, puis des Mhm. enjeux de dépendance. Fait que je la name drop parce que je l'aime beaucoup. Puis Ouais. c'est ça. Fait que il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir d'avoir une vie heureuse et épanouie, je pense, après la dépendance. Puis avant que ça crash, ben, tu sais, de demander de l'aide. Mhm. Je suis Tellement. avec ça. Ouais, demandez de Ouais. l'aide si vous en avez besoin. Mhm. Merci. Hey, ça me fait pas plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je voulais prendre un petit moment pour remercier encore une fois notre invité de son témoignage, de sa présence. Je trouve ça tellement important d'aborder ces sujets-là. C'est des sujets personnellement qui reviennent régulièrement en consultation, qu'on parle de dépendance liée à l'alcool, à la drogue, à la pornographie et tous les impacts que ça peut avoir dans les différentes sphères de nos vies. Donc, je trouve ça extrêmement important de briser les tabous à ce sujet-là. Je rappelle que c'est un podcast qui parlait d'expériences personnelles. Chaque expérience est différente et est tout autant valide. Ça a des impacts différents pour chaque personne. Et si vous ressentez le besoin, c'est important d'en discuter, que ça soit dans un contexte de consultation
questions à des proches ou autres. Il existe différentes ressources. Je vous invite à regarder dans la description pour connaître les différentes ressources à ce sujet. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation, pour en parler davantage, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet ebsexologue.ca. Je voulais aussi prendre un moment pour vous inviter au sein du nouveau club que j'ai lancé, le Erotic Club. J'en ai parlé un peu au début dans l'introduction, mais je vous invite à aller voir pour la thématique du mois d'avril. On va parler de Sexual Currency. Donc, je rappelle que c'est un espace, un abonnement mensuel dédié entièrement à stimuler le désir et l'imaginaire érotique. Ça s'adresse autant aux personnes célibataires qu'en couple, mais ça peut être un excellent espace si tu es dans une relation à long terme puis que tu as de la difficulté à maintenir le désir dans ta relation après plusieurs années où on tombe facilement dans la routine. Donc, à chaque mois, vous pouvez retrouver des nouvelles érotiques, un audio érotique associé aussi. Vous avez des jeux à télécharger. Vous avez aussi une thématique du mois où je vous explique une différente thématique et le lien avec le désir et comment la travailler tout au long du mois. Et un atelier où on va vraiment en profondeur, en plus d'une communauté où vous pouvez rester anonyme et poser toutes vos questions, obtenir des réponses de professionnels, échanger, avoir accès à des personnes aussi qui partagent des réalités similaires aussi. Donc, voilà, pour le mois d'avril, on parle de Sexual Currency. Donc, moi, j'aime appeler ça les vrais préliminaires. Comment stimuler le désir dans le day-to-day avec des petites actions comme des baisers intentionnels, comme des marques d'affection physique ou toutes les autres actions de séduction, par exemple, qui étaient souvent présentes en début de relation et qu'on oublie avec le temps. Donc, j'ai conçu 2 jeux qui visent à vous aider à ramener ça au sein de votre relation et on va l'approfondir ensemble dans l'atelier auquel vous aurez accès à la rediffusion aussi en vous abonnant. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien aussi dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast dans 2 semaines.